Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Talk Show Visual Studio, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme.net. Mon nom est Mario Cardinal. On est le 23 novembre, en début de soirée, dans les bureaux de Connexio. J'ai avec moi Éric Côté, Guy Barrette. Bonjour Mario. Bonsoir, ça va bien? Oui, on est dans les bureaux de Connexio, qu'on remercie encore une fois de nous offrir gracieusement leurs locaux. En passant, Eric, Connexio, là, ça fait quoi? Connexio, ça offre toute une panoplie de cours techniques et aussi en gestion de ressources humaines. Et puis, je donne des cours pour eux, alors ça doit être une très bonne place. Ouais. Guy, on parle de cours, mais il y a eu une annonce importante cette semaine par rapport à la conférence DevTeach. Oui. Les dates de DevTeach 2006 ont été annoncées. Alors, on parle du 8 au 12 mai 2006. Par les années passées, c'était au mois de juin. En 2006, ça va se tenir au mois de mai. Donc, ça va être du lundi au vendredi. Encore là, ça change parce que par les années passées, ça débute le samedi. Maintenant, ça va être du lundi au vendredi. Le lundi commence avec une pré-conférence où on va avoir notre ami Scott Bellware qui va refaire son atelier sur la programmation test-driven development, Oui, atelier qui est super intéressant. On va avoir 3 jours de conférence, le mardi, mercredi, jeudi, puis le vendredi encore une journée de post-conférence. Cette année, les nouveautés, c'est qu'on va avoir des pistes qui sont très bien définies. Par les années passées, on avait, par exemple, la piste .NET. Dans le passé, tu avais une piste .NET, une piste SQL, puis il y avait à l'époque toujours la piste Fox Pro. C'est ça. Alors, en 2006, il va y avoir des pistes qui vont être clairement définies. On parle d'applications web, Smart Client. Est-ce qu'il y a une piste sur l'architecture? Oui, il y a une piste sur l'architecture. Il y a une piste, évidemment, sur SQL Server. Il y a une piste sur ce qu'on appelle les Future Directions, ou les nouveautés futures. On parle de Longhorn, de Link. Les conférenciers qui aiment parler des choses qui sont en alpha ou en bêta, ils pourront Exactement. être... On a une piste française, évidemment, comme par les années passées. On a un certain nombre de sessions pour débutants, mais je te dirais que la majorité des sessions vont être de niveau intermédiaire à avancé. Donc, ça résume un peu là, ce que va être DevTeach 2006. Donc, cette année, DevTeach au début du mois de mai, oui. Contrairement aux années passées où c'était en juin. Exactement. Bon, on prend note. Notre invité ce soir, Éric Moreau. Bonsoir Mario, bonsoir Guy, bonsoir Éric. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Nous, on commence toujours l'émission en faisant la biographie de notre invité. Tu es conseiller principal chez Concept S2I. Ça fait combien d'années que tu es conseiller là-bas? 7-8 ans? Oui, il me semble que je t'ai toujours connu conseiller chez S2I. Dans ma vie, en général, je suis stable. Oui, dans tous les domaines. Donc, on peut dire que ta carrière d'informaticien a toujours été en consultation, presque. Non, j'ai travaillé sur le payroll de certaines entreprises comme le Trust Général. J'ai même été chez DMR à l'époque où c'était hot d'être chez DMR. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps, oui. 93, 95. Tu as la certification MCSD, donc Microsoft Certified Solution Developer. Tu es aussi un Microsoft Certified Trainer parce que tu as donné à l'occasion beaucoup de formations. Ça, je ne l'ai plus, ça. Parce qu'il faut la renouveler d'année en année. Et comme j'en donnais pas assez de cours certifiés, j'ai arrêté ma certification MCT. Ouais. Tu es surtout spécialisé dans ce qu'on pourrait dire les applications client-serveur avec SQL Server dans le back-end, puis des Windows Forms, donc des clients lourds dans la façade. Oui, et j'en suis fier. Spécialisé aussi beaucoup, en tout cas dans le domaine de l'industrie bancaire. Oui, depuis 91-92 que j'ai toujours eu un pied dans le monde, soit bancaire, soit financier. J'ai toujours eu un pied de ce côté-là. Quand on prend un créneau, c'est toujours plus facile de se retrouver des mandats. Tout à fait. Tu es membre du groupe utilisateur Visual Studio à Montréal. Oui. C'est pour ça que tu nous connais tous assez bien, parce qu'on se rencontre là au moins une fois tous les mois. Tu es aussi un conférencier, tu participes, on parlait de DevTeach, donc ça fait
depuis le début, je pense. Depuis tu donnes le des début, conférences à DevTeach, puis au groupe d'utilisateurs. Au moins une fois par année, tu viens donner une conférence qui est absolument très bien appréciée par les gens. Parce que c'est un talent que tu as de bien vulgariser les choses. Donc, Un talent ou un talent? Non, un talent. Donc, je t'envoie des fleurs, mais attention, le pot va Merci, s'en merci. venir. On coupera ça au montage. Le sujet que tu vas aborder ce soir. Tout ce qui touche les Windows Forms avec Visual Studio 2005. Et principalement du côté VB. Je sais que du côté C#, il y a des petites distinctions. Il y a quelques fois que je vais les aborder, mais principalement du côté VB. Oui, parce que toi, tu es vraiment un programmeur VB. Oui. Fier d'être VB Oui. aussi. C'est pas les points-virgules qui me dérangent, c'est le case sensitive qui me dérange. Avant de passer à l'entrevue à proprement parler, on va juste indiquer qui a gagné notre tirage. À la dernière émission où on avait notre invité qui parlait de CMMI, on a décidé de faire tirer son livre. Oui, Richard c'est un Bass. livre dédicacé à part ça. Tout à fait. Bien, le gagnant, c'est Jérôme Barbier. Jérôme Barbier, on va communiquer avec toi pour te faire parvenir ton livre. On fait tirer un autre livre cette semaine. On a un livre à faire tirer. Oui. Excellent. C'est un livre un peu spécial parce que, Eric, c'est un livre, je pense, sur lequel tu as participé, pas à la rédaction, mais à la révision. J'ai fait le alpha reading. Quand un auteur écrit un livre, il y a plusieurs étapes. Le alpha reading, c'est lorsque l'auteur pond ses chapitres un peu dans le désordre, l'envoie à certains lecteurs pour les réviser, pour dire est-ce que ça a du sens, est-ce que je vais trop dans le détail, pas assez dans le détail. À cette étape-là, il n'est pas question de vérifier la typo, il n'est pas question de vérifier si les exemples sont fonctionnels, s'il manque des variables en quelque part. C'est vraiment est-ce que le contenu est approprié, est-ce que le ton est bon, est-ce que le ton est continu à travers tout le livre. Donc, ce livre-là, c'est un livre écrit par Jesse Liberty, Oui. qui est chez O'Reilly. Oui. Le même auteur qui a écrit un livre très bien connu chez O'Reilly, qui était sur la programmation avec C#. Ouais. Là, maintenant, pour le produit Visual Studio 2005, il fait 2 versions de son livre, une pour C# et une pour Visual Basic 2005. Oui. Puis toi, c'est la version VB 2005. VB 2005 que j'ai fait. On va avoir ce livre-là à faire tirer. Oui. On va revenir à la fin de l'émission pour indiquer c'est quoi le mot-clé. Oui, à la fin de l'émission, on va vous donner un mot-clé et vous allez aller sur le site, la page principale du site de Visual Studio Talk Show pour vous inscrire. Les nouveautés de Windows Form avec Visual Studio 2005. Donc, Eric, pour débuter l'entrevue à proprement parler, pour toi, quelle est la nouveauté là, qui a le plus de valeur? Pour moi, ayant fait du VB 5 et 6 à l'époque, il y avait un feature qui était merveilleux qui s'appelait le Edit and Continue. Feature qui avait sauté avec l'arrivée de Visual Studio 2002 et 2003 qui nous ont rapatriés dans la version 2005. C'est la faculté, pendant que le code est en debug, de pouvoir modifier, pas de façon globale, mais de façon assez pointue, des lignes de code et de pouvoir continuer l'exécution exactement où est-ce qu'on est sans avoir à redémarrer. Pour quelqu'un qui est arrivé avec VisualBasic.net, c'est juste un plus pour lui. Pour ceux qui ont fait le switch de VB5.6 vers .net, c'était un gros désavantage. Et maintenant, c'est corrigé. Je sais que beaucoup de gens Des qui... puristes. Ben non, pas de puristes, mais il y a beaucoup de gens qui font le design détaillé, là, pas le design large, mais le design détaillé, ils le font directement en éditant leur code. Une des personnes qui fait ça, entre autres, c'est Carl Franklin, OK. qui est bien connu, là, celui qui anime .NET Rocks aux États-Unis. Je discutais avec lui l'été passé, puis lui, il disait, moi, il dit Edit and Continue, il dit, j'adorais ça. J'avais l'habitude de modifier mon design détaillé en débuguant, puis à un moment donné, j'avais vraiment la bonne implémentation, par exemple, de ma fonction, de ma sous-routine que je voulais avoir. Puis il dit, j'aimais pas ça avoir à faire trop de design upfront. Donc, il dit, je trouvais ça fabuleux. Puis là, il dit, quand je suis tombé dans Visual Studio 2002, 2003, il dit, il a fallu que j'abandonne ça parce que j'avais pas le feature. Là, il dit, j'ai hâte qu'en 2005 va sortir, je vais pouvoir commencer à programmer de cette façon-là. Ouais, ou tu as l'aspect opposé, les gens qui disent que Edit and Continue, c'est pas bon parce que ça encourage à faire du design sur le tas. Ouais, donc, mais je pense qu'au niveau de productivité, là, c'est un feature là, qui est essentiel si on s'en sert bien. moi, je pense qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a différents types de modes de pensée, de différentes façons de travailler. Il me semble qu'en être humain, on est bien malaisé de dire, par exemple, il y a 2 grands modes de façon de faire du design. Il y a des gens qui vont faire une approche top-down, puis il y a des gens qui vont faire une approche bottom-up.
On serait malaisé de dire qu'une approche est meilleure que l'autre. Donc, dans ce même cas-là, je suis pas sûr qu'on serait malaisé de dire que Edit and Continue est une approche de design qui serait néfaste. Moi, j'ai une question à propos d'Edit and Continue, puisque on sait que c'est une fonctionnalité qui fonctionne bien avec les Windows Forms. On sait que ça fonctionne pas avec les Web Forms parce qu'on n'a pas implanté la fonctionnalité. Mais là, maintenant qu'on est rendu dans un mode où est-ce qu'on développe beaucoup plus 3 tiers, je me demande, notre tiers d'affaires, est-ce qu'on peut faire du Edit and Continue avec ou... Je l'ai pas essayé pour être franc, mais je ne vois aucun problème. Parce que quand on est en mode web, il y a IIS qui roule en arrière ou il y a autre chose si on ne veut pas rouler dans IIS lorsqu'on roule sur le file system directement. Il y a quelque chose d'autre qui prend en charge notre code. Mais lorsqu'on est dans un class library ou lorsqu'on est dans un Windows Form, il n'y a pas cette étape-là superflue ou additionnelle. Donc, je ne verrais pas pourquoi que ça ne fonctionnerait pas dans un class library. Une des choses que je voudrais profiter de ta présence, Eric, on n'a jamais fait dans l'émission une revue de toutes les éditions du produit qu'on peut se procurer. Étant ici, je pense qu'on pourrait peut-être prendre 2 minutes juste pour expliquer aux auditeurs quelles sont toutes ces éditions de produits qu'on peut acheter avant de parler de d'autres fonctionnalités qu'on trouve au niveau de Windows Form. Qu'on peut acheter ou qu'on peut avoir gratuitement. Il y a au moins 4 éditions qui existent. Il y en a un petit peu plus que ça, mais il y en a 4 principales. La première, c'est l'édition Express qu'on appelle. On va sur le site de Microsoft et on peut downloader soit VB.NET Express, C# Express, C++ ou G# pour ceux qui en feraient encore de manière express aussi. Il y a aussi le Visual Web Developer Express, VB ou C#, qui est spécifiquement conçu pour faire du web et non pas du Windows Application. Il y a aussi SQL Express pour ceux qui voudraient avoir une petite base de données derrière tout ça. Ces produits-là sont gratuits, mais dépêchez-vous à le downloader. Vous avez jusqu'au 6 novembre 2006. C'est ce que Microsoft a annoncé lors du lancement. 6 novembre 2006 pour le downloader de façon gratuite. Après ça, ils veulent mettre un prix de 49 $ US. On verra dans un an à combien qui sera. Sauf SQL Server qui va toujours être gratuit. Là. SQL Express va toujours être gratuit. Oui, SQL Server Express. Express. Bien précisé. Parce que le SQL Server Express, c'est pour remplacer MSDE actuellement, qui est déjà gratuit. Exactement. Tout à fait. MSDE, c'est Microsoft SQL Desktop Edition. Les gens utilisaient surtout quand ils voulaient l'embarquer dans leur application. Par exemple, si on développait une application VB. Donc ça, c'est pour les versions Express. Les versions Express sont gratuites, mais elles sont aussi limitées. Il faut penser, une des grosses lacunes que la version Express a, c'est un peu une version pour tester le produit parce qu'il n'y a aucune façon de déployer une application qui a été écrite avec Express. Il n'y a rien dans le package Express pour pouvoir déployer une application. Ça, c'est peut-être la plus grosse lacune. Le bon vieux Xcopy. Le bon vieux Xcopy, oui, mais comment tu vas faire pour packager ton framework? Tu peux le downloader d'ailleurs, peut-être, oui. Le target audience pour ces versions-là, c'est les étudiants, les gens qui sont les casual developers, qu'on peut dire, les gens qui vont soit apprendre ou s'amuser un petit peu au niveau de la programmation. Ou souvent, les gens qui sont très friands de produits open source. Ouais. Perl, PHP et compagnie. Ouais. Puis je vais être un peu cynique. De toute façon, ces gens-là, toute la question de déploiement, ça n'a jamais été une grosse préoccupation. Eux autres aussi font du Xcopy. Ils disent d'ailleurs que c'est un feature du produit, ça se Xcopy, donc c'est simple. Mais quand on fait du développement d'entreprise, on sait que la problématique de déploiement est un peu plus ardue que juste copier. Les autres éditions. La version standard. La version standard, c'est une version qui va valoir à peu près 300 $ en upgrade. C'est une version que plusieurs développeurs vont avoir parce que lors de ses lancements, Microsoft donne une copie de cette version-là, Visual Studio.NET Standard ainsi que SQL Server Developer Edition, la donne à tous ceux qui se présentent à leur tournée de lancement. Donc, plusieurs programmeurs vont l'avoir de façon gratuite. Ce que la version standard nous donne de plus que la Express, c'est plus scindé par produit, c'est vraiment Visual Studio, on a tous les langages à l'intérieur. Avec la version standard, on va pouvoir faire des déploiements click once. MSI, ça viendra dans une autre édition, mais pour l'instant, on va pouvoir faire des déploiements click once. Tant qu'à parler de click once, comment on pourrait résumer click once en une phrase? Déploiement web d'applications Windows. On y reviendra tout à l'heure. Tu vas en parler plus tard. Oui, parce que c'est mon feature numéro 1 là, de Guy, tout ce qui est WinForm. Guy apprécie beaucoup click once. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Un feature intéressant qui apparaît aussi avec la version standard, c'est le développement d'applications pour les Pocket PC mobile, qui n'existe pas dans la version Express. Ça résume un peu standard. Okay. La version professionnelle, qui je crois devrait être utilisée par la majorité du monde comme un minimum,
C'est la version professionnelle qui va nous permettre le déploiement Click Once, mais aussi de faire les bons vieux MSI qu'on peut déployer avec Windows Installer. Dans les entreprises, c'est peut-être la façon de déployer des applications la plus standard. Ce qu'on peut dire, c'est que la version professionnelle 2005, si on cherche un équivalent en 2003, c'est Visual Studio 2003 Enterprise Architect. Enterprise Developer. Enterprise Developer, pardon, qui est l'équivalent de 2005 Professional. Là. Donc, si vous avez déjà Enterprise Developer, l'équivalent, ça va être la version professionnelle en 2005. Ouais. La version professionnelle nous amène aussi Crystal Report, pour ceux qui s'en ennuieraient. Avant la version professionnelle, Microsoft essaye de pousser sur son SQL Reporting Services, qui n'est pas un mauvais produit non plus. Avec la version professionnelle vient aussi, pour ceux qui voudraient, la possibilité de compiler nos applications spécifiquement pour les processeurs 64 bits. On sait que ça prend de plus en plus de marché. Après l'édition professionnelle, qu'est-ce qu'on retrouve? La dernière édition qui devrait intéresser un développeur, c'est celle qu'on appelle Team System for Software Developer. C'est celle qui coûte cher, c'est celle qui inclut un paquet de petits features qu'on avait avant de façon gratuite, comme par exemple des unit testing, des code coverage, des code profilers. Tous ces petits outils-là, je pense à NUnit, FXCOP et tout ça, ils les ont intégrés dans la version. Tout ce qui fait la différence entre les gens qui développent des applications qui sont maintenables, qui sont de qualité, c'est-à-dire faire des tests unitaires, ces choses-là, c'est juste dans la version haut de gamme Team System qu'on le retrouve. Et ça ne veut pas dire que NUnit et FXCOP et tous ces petits produits-là auxquels on est habitué dans les dernières années vont disparaître. Ces produits-là existent encore. En version open source par ceux qui les développaient. Puis on peut toujours, si on a la version professionnelle, aller les chercher et les ajouter. Oui. Mais c'est certain qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont décider, eux autres, de plutôt aller vers Team System parce que tout est intégré. Il y a d'autres avantages à la version Team System pour le suivi de projets. Peut-être que Guy pourra en parler. Parce que là, ça prend Team Foundation Server, puis les licences client-serveur. Là, donc, on parle d'un produit qui est beaucoup plus dispendieux. Là. Beaucoup plus dispendieux. Ouais. Revenons maintenant à la programmation de formulaire avec Visual Basic. Une fois qu'on a installé notre Visual Studio 2005, qui, en passant, peut très bien s'installer sur un PC qui a déjà la version 2003 de Visual Studio. Il va s'installer à côté sans aucune anicroche. L'aide fonctionne bien, le compilateur fonctionne bien encore. Donc, c'est deux produits qui sont totalement indépendants. Là. Oui. C'est pas en installant en 2005 que tu viens détruire ton 2003. Première chose qu'un bon programmeur Windows Form fait, il ouvre une forme. Il regarde qu'est-ce qu'il peut faire sur une forme. Il se crée un projet Windows Form, et quand tu crées un projet Windows Form, habituellement, avant, tu avais déjà une première forme. Est-ce que c'est maintenant comme ça encore avec 2005? Oui, il y a toujours la form1.vb qui apparaît. Ça, il n'y a aucun problème. Les programmeurs ne sont pas déboussolés lorsqu'ils arrivent dedans. Une des grosses lacunes que Visual Studio.net 2002 ou 2003 avait, c'est lorsqu'on prenait une fenêtre, comme par exemple le Server Explorer ou le Solution Explorer, et qu'on le changeait d'endroit, on le dédockait. Il était parfois difficile de le ramener à son endroit d'origine. Maintenant, toutes ces petites fenêtres-là qui apparaissent dans l'écran, lorsqu'on commence à les drag and dropper ailleurs, il y a ce qu'on appelle un diamond qui apparaît, avec des petites flèches, et on a juste à aller cliquer sur la flèche pour dire cette fenêtre-là, je la veux à cet endroit-là. Tout le monde a réagi au moins une fois, là, pour essayer de replacer une des fenêtres. Là. Oui, ça c'est merveilleux. D'autres petits features aussi qui sont apparus dans le Form Designer. Quelque chose qui existait dans Visio qu'on appelle les snap lines. J'ai un label, j'ai un textbox. Je veux les aligner pour que ça ait une certaine allure. J'ai un bouton en dessous. Il y a des petites lignes qui apparaissent entre les contrôles pour nous aider à les aligner de façon... C'est des guides. Visio fait ça depuis quelques années. Ils viennent de nous l'implémenter aussi. C'est vraiment génial, ça. Sur certains contrôles, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Sur certains contrôles, il y a une petite flèche blanche. Lorsqu'on sélectionne le contrôle, il y a une petite flèche blanche qui apparaît en haut à droite du contrôle. C'est une petite flèche, lorsqu'on clique dessus, il y a un task list qui apparaît. C'est les fonctions les plus souvent utilisées de ce contrôle-là. Mais j'ai été déçu de voir qu'il n'y a pas beaucoup de contrôles qui l'ont implémenté. Un exemple, si vous prenez un menu et que vous utilisez ce task list-là, il va vous offrir la possibilité d'insérer les options les plus souvent utilisées. Copier-coller. Le file, le exit. En anglais, évidemment. J'ai pas essayé la version française de Visual Studio. Je crois qu'elle n'est même pas disponible encore aujourd'hui. Elle va arriver un jour. Elle va arriver un jour. Elle est promise, mais je crois qu'elle n'est pas encore disponible. Donc, ce petit task list-là va améliorer ou va accélérer le setting de différentes propriétés. OK.
Donc, les contrôles, là, je sais qu'il y en a pas une large panoplie, mais il y en a quand même des nouveaux. Une des choses qui me fatiguait depuis longtemps avec un contrôle que tout le monde utilise, c'est le fameux textbox. Pourquoi c'était écrit textbox 1 dans la propriété texte, alors que la première chose qu'on fait, c'est aller l'effacer? Ouais. Finalement, ils ont compris. Je ne sais pas qui a eu la brillante idée d'aller enlever le contenu de la propriété texte, mais c'est une bonne idée. Donc là, ton textbox est blanc au moins. Il est blanc. Il Par porte défaut. encore le nom texte 1, mais au moins la propriété texte, elle est vide. Parce que c'est la première chose qu'on faisait. Ça, je suis sûr là, que ça va faire une amélioration tellement grande sur la performance de tous les développeurs. Au nombre de textbox qu'on met, 2, 3 dans une journée peut-être, en Non, mais au moyenne moins, ça sur démontre l'année. qu'il y a une réflexion sur comment les gens travaillent puis essaient d'enlever les aberrations. Oui. Un feature qui est intéressant, par contre, sur le textbox, c'est tout l'autocomplete. On est habitué, lorsqu'on se promène dans Internet Explorer, lorsqu'on va taper dans le URL, qui nous apparaît une liste de suggestions. Ils ont implémenté, finalement, un autocomplete. Et on peut soit aller chercher une liste automatique de URL ou on peut lui fournir une liste de suggestions. Donc ça va être utile surtout aux utilisateurs de nos applications. OK. Autre contrôle, c'est une famille de contrôles, tout ce qui finit par strip, tab strip, context menu strip, tool strip, status strip. Ça remplace tous des contrôles qui existent déjà, mais ils ont été revampés à la Office 2003. Mon menu va finalement ressembler à celui qui est dans Office. Fait que finalement, 2 ans après la sortie de Office 2003, on est capable de faire des applications qui ressemblent à 2003, c'est Oui, ça? puis là, la version d'Office va changer, fait qu'on va être encore en arrière de toutes les autres. Est-ce que ça veut dire aussi que les contrôles vont avoir le thème XP activé par défaut? Je crois qu'il est activé par défaut. C'est au niveau du projet qu'on va pouvoir dire « Je veux que mon projet ne soit pas à la XP... hein? » Donc, il y a toute une série de contrôles qui finissent par strip, qui sont des contrôles très de base, pour faire des onglets, des choses comme ça, mais qui ont Le look and feel Office 2003. Donc, il y a un nouvel Office qui s'en vient, Office Ouais. 12. Donc, dans quelques mois, ou en tout cas d'ici un an, on sera encore en arrière, parce C'est que ça. les utilisateurs vont pouvoir avoir un look à la Office 12, puis nous autres, on sera en train de développer. Mais il existera toujours des fabricants de contrôles. Oui, mais le look d'Office 12 change tellement radicalement là, que Ouais. je ne sais pas si on va vouloir faire des applications qui ressemblent à ça. là. Du côté des contrôles, Le d'autres web contrôles. browser. Le web browser était disparu. Il fallait utiliser oui. l'objet COM. Avec, Ils nous ont rapatrié un objet Web Browser Control qui utilise encore Internet Explorer en back-end, mais ils ont refait l'interface. L'interface est plus léger que l'objet COM qu'on avait. Il y a des méthodes qui sont disparues. Comme par exemple, on avait Navigate et Navigate 2 avec l'objet COM. Maintenant, on a un seul Navigate, ce qui a plus d'allure. Est-ce que tu voudrais parler aussi des contrôles? Par exemple, on avait l'habitude, quand on prend un dataset, de le mettre dans Un data grid. un data grid. Le data grid a été, pas remplacé, mais a été upgradé à quelque chose qui s'appelle le Grid View maintenant. Et je trouve que c'est une excellente idée de la part de Microsoft. Au lieu d'ajouter au contrôle existant, ils en ont fait un complètement différent, puis là, avec des fonctionnalités qui lui sont propres, là. Ça va faciliter ceux qui vont vouloir migrer les applications existantes de 2003 vers 2005. Le contrôle data grid existe encore sous la forme qu'il existait avant, avec les mêmes propriétés, les mêmes événements et tout. Ils ont ajouté en plus le Grid View pour ceux qui voudront avoir les nouvelles fonctionnalités. Fait que ça va faciliter énormément. C'est la reconnaissance par Microsoft que le contrôle, l'interface avec laquelle tu programmes change tellement que ça aurait été un point de vue architectural, ça aurait été vraiment une erreur. Parce que là, tu aurais brisé, en anglais on dit backward compatibility, donc la compatibilité arrière. Donc, tu aurais brisé ça. Puis, Exactement. c'était mieux. Et ce nouveau contrôle Grid View, est-ce qu'il y a des fonctionnalités intéressantes? Moi, je ne l'utilise pas. J'ai toujours trouvé que Microsoft, au point de vue des grids, manquait énormément lorsqu'on les comparait avec les produits commerciaux. produits commerciaux qui sont sur le marché. Donc, moi, le Grid View, je ne l'ai pas utilisé. À Parce ce qu'on que- me dit, il est bon. Ouais, il y a des choses vraiment intéressantes, comme on peut... plein de choses qu'on était obligé de faire avec du code là, auparavant, avec le data grid, sont implémentées, là, comme par exemple le sorting au niveau des colonnes, Ils n'ont pas implémenté aussi le paging à le l'intérieur. paging, et Mais- donc mais sans je- aucune ligne je de trouve ça code. hyper intéressant ta réponse, Eric, parce que la réalité dans l'entreprise, c'est que les programmeurs, le moindrement professionnels, ont déjà un choix de fait pour un outil de grid. Puis ils vont continuer avec le tiers parti, que ce soit celui de Component One ou Infragistic. Même si Microsoft revient, puis on pourrait passer une demi-heure à parler de toutes les features, puis il y a probablement la moitié, sinon le 3/4 de nos auditeurs qui diraient « Ouais, mais je m'en fous parce que c'est pas ça que j'utilise. »
Donc, On c'est intéressant. l'avait déjà dans l'ancienne Ouais. version de Component One ou quelque chose de genre. Au niveau des grids, Microsoft a toujours eu une lacune très importante, a toujours été en arrière. Maintenant, la grid view les ramène pas au même niveau. Un pas en avant, là. Les ramène un pas en avant. Pour ceux qui ne débourseraient pas pour des third parties, ça va être plus intéressant, oui. Mais pour ceux qui ont déjà déboursé pour Component One ou Infragistic, puis il y en a un paquet d'autres, eux autres, ils vont garder leur investissement parce que Ouais. les grids commerciales ont déjà beaucoup plus de features que la grid view peut avoir encore aujourd'hui. Puis, on se le cachera pas, les components one de ce monde, eux vont s'assurer que leur grid va toujours évoluer et être compatible avec, en tout cas, les dernières tendances. Ce que le Microsoft, eux, font pas, c'est à toutes les fois qu'ils relâchent un nouveau produit, puis ça prend 2 ans, 3 ans. Donc, on comprend pourquoi les développeurs professionnels aiment mieux utiliser un produit un tiers parti. Oui. Un autre contrôle que je voudrais mettre un petit peu un bémol ou une mise en garde, c'est le fameux Mass Text Box, qui était disparu avec Visual Studio.net Ouais. 2002 et 2003. Ils nous ont ramené ça. Ce que c'est qu'on pourrait donner un picture ou un format pour la saisie, pour limiter l'utilisateur. Par exemple, le fameux cas du code postal. Une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre, une lettre, un chiffre ici au Canada. Lorsque j'entre une lettre, un chiffre, une lettre, puis je veux aller effacer le chiffre que j'ai mis au milieu, je peux faire backspace, oui. Si je m'envoie sur le caractère et je fais delete, il ne voudra pas déliter parce que le caractère qui suit est une lettre, ne rentre pas dans le picture du chiffre, donc ça ne fonctionne pas bien. Si c'est pour saisir un montant numérique, je mets de la place pour saisir 1 million, par exemple, puis je veux saisir 1,23 $, je fais un point, il ne se tassera pas pour aller au décimal. OK. Donc, le Mass Text Box, il y a de l'allure lorsqu'on veut saisir un numéro d'assurance sociale, par exemple. Il n'y a pas de délimiteur, il n'y a pas de variance de lettres et de chiffres. Un numéro de téléphone, ça pourrait être très bien aussi. Lorsqu'on a des masques un peu plus fancy, ne l'utilisez pas, tout simplement. Dans les nouveaux contrôles aussi qui avaient été annoncés, dépendamment de la documentation que vous lisez, il y a un contrôle qui est apparu dans le bêta 1 de Visual Studio 2005 qui s'appelait le Active Document Host, qui était le bon retour du ce qu'on appelait dans le temps du VB6 le OLE Container, qui nous permettait de placer sur une forme un document Word, un bitmap, un chiffrier Excel, à peu près tout ce qui provient du monde Office. On pouvait le placer à l'intérieur de notre application et on pouvait l'éditer directement là si on donnait les droits à l'utilisateur, évidemment. Ce contrôle-là, ils l'ont mis dans le bêta 1 puis ils l'ont fait disparaître après. La raison officielle, je ne le sais pas, parce que même dans le temps du bêta 1, il me semble, à mon avis, que le contrôle allait déjà assez bien pour un bêta 1, puis ils en ont sorti d'autres par après. Mais celui-là, il a été coupé. Ouais, il y a eu des choix au passage du bêta 1 au bêta 2 parce que, bon, quand même, Microsoft a un nombre limité de ressources, c'est drôle à dire, là, au niveau de développement. Là, Le nombre est limité, mais il est un petit peu plus grand que certaines autres organisations. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les contrôles? Pas vraiment, parce que les contrôles qui existaient avant, ils ont tous été upgradés ou tout améliorés. Ceux que je vous ai énumérés, c'est peut-être ceux qui ont le mieux évolué ou le plus changé. OK. L'interface ou l'environnement intégré de développement. Mais du côté de l'éditeur de code, il y a des nouveautés qui sont apparues qui sont intéressantes aussi. Comme par exemple, vous commencez à écrire du code et dans la marge de gauche, vous voyez des petites lignes jaunes et des petites lignes vertes apparaître tout d'un coup. Les lignes jaunes, c'est pour vous indiquer quel code a été modifié, mais n'a pas été encore sauvegardé. Donc, si on veut faire des undo, on sait jusqu'à où retourner. OK. Les lignes vertes, c'est pour nous dire le code a été sauvegardé, mais depuis que tu as ouvert ton projet, ça a été modifié. OK. Donc, ça nous donne une indication de qu'est-ce que j'ai changé ou quelle touche que j'ai accrochée en quelque part. Donc, ça, c'est un feature intéressant. C'est pas indispensable. On réussit très bien à vivre avant sans cette fonctionnalité-là, mais je trouve que c'est un feature intéressant. Autre chose que tu as expérimenté que tu dis, OK, ça c'est intéressant. L'autocorrect, un feature intéressant. Supposons que je déclare une variable dim i as integer. Un peu plus loin dans mon code, je dis i est égal à 1.5. Mon i, je l'ai déclaré as integer. En dessous de mon 1.5, je vais voir dans une espèce de tooltip un petit point d'exclamation apparaître dans une bulle rouge. En cliquant sur ça, il va me dire ta ligne ne fait aucun sens, ta ligne ne compile pas. Tu devrais peut-être, si le besoin est là, le convertir ou le caster en bon français en un integer. Puis il va même nous suggérer, veux-tu que je remplace la ligne pour toi de dire i est égal à cint parenthèse 1.5. On clique sur le replace, il va remplacer ce code-là pour nous. Donc, ça peut être intéressant pour avoir des petits gains de vitesse encore une fois. Tout à fait.
Je vais faire une parenthèse. Oui. Tu parles de i, puis effectivement, moi, quand j'explique aussi des choses dans un cours, souvent, je vais prendre la variable i, mais on peut peut-être en profiter pour dire à nos auditeurs, les i, j, k, c'est pas des noms de variables valides quand on programme une application. Ah, moi, je n'utilise jamais ça. J'utilise Toto, Tata, Titi. Tout à fait. Donc, pourquoi je vous dis c'est pas valide, c'est que votre code, si vous voulez, qui s'auto-documente, écrivez des noms de variables qui disent vraiment ce que ça représente. Jamais personne n'aurait réussi à me faire croire qu'un i te dit clairement, c'est un compteur que je veux utiliser dans une book for. Ben, si c'est un compteur, appelle-le compteur, puis donne-y donc le nom de, c'est un compteur de quoi? C'est un compteur de, je sais pas moi, de nombre de lignes, ben, appelle-le, c'est nombre de lignes. Ça va dire exactement ce que c'est, tandis que i, on crée comme une distanciation, puis c'est pas une bonne pratique. Le nom de la variable pourrait être en russe, ça aurait le même effet. Tout à fait. Puis donc, c'est pour ça que là, on est obligé de commencer à rajouter des commentaires pour essayer d'expliquer ce qu'on fait. Alors qu'une nomenclature peut éviter un paquet de commentaires pour les programmeurs qui n'aiment pas commenter. Tout à fait. Puis, pour ceux qui voudraient en savoir plus, puisqu'on ne couvre pas tout ça, mais il y a un livre fabuleux pour apprendre les bonnes pratiques de programmation qui s'appelle Code Complete, écrit par Steve McConnell. C'est le livre à lire, en tout cas, pour ceux qui commenceraient, qui sont nouveaux dans l'industrie, lisez Code Complete, parce que trop souvent encore, les gens sortent de l'université, puis il n'y a pas un professeur qui leur a enseigné ces choses-là, qui sont le B.A.B.A. On devrait apprendre ça dans un cours 101, mais bon, peut-être parce que nos professeurs, justement, ils n'ont jamais appris aussi les cours 101, donc ça, c'est une autre histoire. Mais prenez la peine de lire ce livre-là, parce que ça va vous aider grandement pour le restant de votre carrière. Et ce qu'on va faire, Mario, on va mettre un hyperlien sur la page du Tout à fait, du vers podcast. le livre. C'est ça, vers le livre. Autre chose, IntelliSense. IntelliSense, c'est l'éditeur qui nous aide à taper notre code. Il nous dit quels paramètres doivent être affichés et tout ça. IntelliSense a encore une fois été amélioré. Il écrira pas le code à notre place, il n'est pas encore rendu là. Ah, ça, c'est clair. Merde! Mais IntelliSense, une grosse lacune qu'il y avait, c'est lorsqu'on tombait sur des objets qui avaient de multiples propriétés et méthodes, la liste n'en finissait plus. Maintenant, ils ont deux petites boîtes d'onglets dans l'IntelliSense qui est soit Common, soit All. Si je veux toutes les voir, je vais sélectionner All. Puis là, tu vas avoir ta liste qui en finit La plus. liste complète. Et je peux sélectionner Common aussi, qui va limiter cette liste-là. Common, tu voulais dire commun, Common, ils sont traduits en français. Ce qui est utilisé le plus couramment. Donc ça va limiter la liste. Ça te ramène une liste à une dizaine de choix. Ça dépend des objets toujours. Il n'y a pas un objet qui est pareil. Puis un autre feature de l'éditeur que je trouve pas mal intéressant, c'est les fameux code snippets. Oui. Les code snippets, il y a des produits qui existaient déjà sur le marché. CodeRush est un de ceux-là. Il y en avait plusieurs sur le marché. On a en quelque part une bibliothèque de bouts de code. On peut les gérer directement avec Visual Studio 2005 maintenant. Et à un moment donné, je sais, et c'est là le hic, selon moi, il faut savoir que dans la bibliothèque, on a un bout de code qui fait ce qu'on veut. Si on le sait, on fait un clic de droit, Insert Snippet, on peut rentrer son code, il va nous l'insérer directement. Ce bout de code-là peut avoir des placeholders. C'est quoi le terme français? Le bout de code peut être un gabarit dans lequel tu vas pouvoir ajouter des variables. Changer des valeurs, modifier le nom des variables. En fait, c'est pas seulement un bout de code là qui est bête et méchant. Le bout de code a de l'intelligence dans le sens où il y a des espèces de placeholders qui sont intelligents. Donc, par exemple, une boucle, la variable i qu'on ne doit pas utiliser. Alors, on la nomme et elle est nommée, si on la nomme différemment, partout dans le petit bout de code là, qu'on vient d'ajouter. Là. Et après avoir inséré un snippet comme ça, en faisant table, on se promène entre ces différents placeholders-là pour nous permettre de les modifier rapidement. Puis dès que tu modifies un, partout ailleurs, ça se modifie. Partout ailleurs, ça se C'est modifie. intelligent. Et il y a une bonne bibliothèque en VB 2005 par rapport à C#. Et la bibliothèque, on peut jouer avec cette bibliothèque-là, on peut en ajouter nous-mêmes. On peut même aussi la rendre disponible sur le réseau lorsqu'on travaille en équipe pour ne pas avoir chacun notre bibliothèque à nous. Tu disais que ça peut être une faiblesse parce qu'il faut que tu connaisses qu'est-ce qui existe dans la bibliothèque. Ça a toujours été le problème des bibliothèques de bout de code. Est-ce que ça va être plus long pour moi de taper, par exemple, 10 lignes de code ou d'aller dans la bibliothèque lorsque je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans pour essayer de voir s'il y a quelque chose qui fait pour mon bonheur? C'est la petite courbe d'apprentissage au début. Là. C'est ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il faut, moi, je dis, passer 1 heure ou 2, explorer qu'est-ce qu'il y a dedans, insérer une grande partie de ces snippets-là, essayer de se souvenir où est-ce que c'est pour pouvoir les réutiliser au moment opportun. Je dirais que ce que ça nous dit, c'est de la même façon qu'on doit avoir une convention de code que les programmeurs doivent connaître. Il y a au moins une bibliothèque de base qui devrait faire partie de l'apprentissage maintenant dans une organisation. Dire, ben voici nous autres les 10 ou 15 snippets qu'on utilise toujours pour que les gens se prennent l'habitude parce que souvent ces snippets-là implémentent aussi la façon que tu voudrais que les choses soient programmées. Un autre feature intéressant, les XML comments, qui existaient en C# depuis la nuit des Finalement. temps.
Au lieu de mettre 3 slash, on met 3 apostrophes. Et en mettant 3 apostrophes, l'éditeur va transformer ça pour nous avec déjà des tags pour dire que c'est le summary, les paramètres, etc. Et si on le met au-dessus d'une méthode, il va être assez intelligent pour aller fouiller dans la déclaration de la méthode pour aller chercher le nom des paramètres. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dire à quoi que ça sert à côté. C'est ça. On avait ça en C# depuis la version 2002. Maintenant, c'est dans VB. C'est vraiment intéressant dans le sens où, lorsque vous compilez l'application, tous les commentaires XML sont compilés dans un même fichier XML. Et après ça, avec le fichier XML, on peut faire plein de choses. Il y a un utilitaire open source qui s'appelle NDoc qui permet de prendre ce document XML-là, puis de le compiler à un CHM, d'un fichier d'aide, du même style, par exemple, que la librairie MSDN. C'est vraiment intéressant. Tout à fait. Du côté du langage, est-ce qu'il y a des choses, toi, qui te plaisent? Il y a une chose qui est vraiment intéressante qu'on avait perdue encore lorsqu'on compare à VB6. Les propriétés, lorsqu'on est arrivé en .NET, le get et le set devaient être du même scope. Les deux devaient être publics ou les deux devaient être friend ou les deux devaient être private. Les deux devaient être du même scope. Lorsqu'on voulait avoir un get public et un set privé, on devait en faire des fonctions habituellement. Là, il ramène la notion de scope séparé pour le get et le set. Ça, c'est très intéressant. Ce qui arrive souvent, des fois, tu veux que quelque chose soit juste public. Le set est quelquefois privé alors que le get est habituellement public. Une autre chose, puis ça, c'est vraiment pour ceux qui vont migrer, parce que Microsoft veut vraiment, avec la version 2005, que ceux qui faisaient du VB6 migrent à 2005 finalement. Il y en a plusieurs qui n'ont pas fait le pas. Il y en a plusieurs qui, la première fois qu'ils ouvraient en VB.NET 2002 ou 2003, faisaient Form 1.show. Form 1 n'existe pas. Ils ont ramené ça. Ça, selon moi, c'est pas un avantage, c'est pas une amélioration. C'est juste pour dire aux programmeurs VB6, tu es habitué de faire ça, continue donc à le ça, faire. on l'explique bien. C'est-à-dire qu'il y a des instances de nos forms qui existent, qui sont globales. Et quand tu crées un form, il te crée ces instances-là automatiquement C'est pour le toi. compilateur qui va faire pour nous dim ma form as new form 1 et ma form.show. OK. Donc, c'est le compilateur qui le prend en charge pour nous. Pour qu'un programmeur VB6 qui a l'habitude d'avoir des instances, c'est ce que ça leur permet, eux autres, c'est peut-être même pas comprendre les concepts orientés objets puis programmer un peu comme ils faisaient en VB6. C'est ça. Donc, Microsoft, ils sont un vendeur d'outils, donc ils cherchent à satisfaire la clientèle VB6. Puis on se cachera pas. Il y a une grande partie de la clientèle VB6 qui n'aura pas de misère à migrer vers les concepts orientés objets, mais il va toujours avoir quelques réfractaires qui vont peut-être avoir de la misère. Là, eux, ils veulent quand même Microsoft les amener avec. Oui, Puis je crois que VB 2005 va vraiment être le produit là, qui va... je l'espère. Et surtout avec le nouveau namespace My. My est rien de nouveau en tant que tel. My est un raccourci sur des namespaces qui existent déjà. Et My, je ne sais pas pourquoi, est disponible seulement aux programmeurs VB.NET. VB. Si tu es en C#, tu mets une référence. Il paraît que ça marche pas toujours et ça ne marche pas pour toutes les classes qui sont accessibles. Mais si t'es en C# puis t'aimes beaucoup My, Tu peux le refaire. t'as pas besoin de le refaire. Là. Il y a Judal Lowy qui l'a tout refait. Juval. Ouais, Juval Lowy. On va vous mettre un hyperlien sur notre page, mais malheureusement, j'ai l'impression que les programmeurs C# s'intéressent pas trop à la communauté VB, donc ils ont même pas idée que les My existent. Moi, j'ai vu sur plusieurs newsgroups des programmeurs C# qui demandaient ce feature-là. Entre autres, il y a une chose qui est intéressante. Si vous prenez une commande comme le copyfile, vous pouvez faire my.computer.filesystem.copyfile sans ajouter de référence à system.io ou faire des imports. Et le copyfile est disponible seulement en faisant my.computer.filesystem.copyfile. En fait, c'est comme une librairie de fonctions qu'une équipe de développement se serait faite pour des shortcuts au niveau de fonctions qui demanderaient peut-être une dizaine de lignes à faire, qui sont disponibles dans une seule ligne. Oui. Donc, Puis ça, c'est vraiment intéressant. j'aime mieux le terme que tu utilises, shortcut, qu'une librairie. Ouais. Parce que c'est pas une librairie, c'est des shortcuts sur des fonctionnalités qui existent déjà. Framework, là. Comme par exemple, mettre le contenu d'un fichier texte dans une variable. On parle de quoi? 6-7 lignes, quelque chose comme ça? Environ. Donc là, on peut le faire en une seule ligne de Ouais. code. Au niveau de productivité, c'est vraiment intéressant. Et ce namespace-là, on peut y ajouter nos propres fonctions. Il est pleinement extensible. N'importe quel programmeur, VB, encore une fois, peut ajouter son propre contenu. Du côté du langage, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec nous? Il y a un opérateur qui s'appelle using maintenant, que les programmeurs C# connaissent. Oui, Le on l'utilisait tout le temps. Le using, ce à quoi ça ressemble, on dit using un certain nombre de variables as new un objet quelconque. Et à la fin de notre utilisation, on met le end using.
Ce que le end-using fait, il appelle la méthode dispose de cet objet-là. Donc, ça va aider le garbage collector à libérer ses ressources beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. C'est une belle façon là, de rendre notre code clean là, aussi en même temps. Aujourd'hui, ce qu'un programmeur devrait faire, c'est appeler la méthode dispose lorsqu'elle est disponible. Mais un paquet de programmeurs ne le font pas pour un paquet de bonnes raisons. Puis c'est surtout reconnaître que quand tu commences à utiliser, tu dis je veux utiliser cette ressource-là, il va falloir qu'à un moment donné, tu relâches tes ressources. Initialement, si tu dis tout de suite using, tu n'as plus besoin de te dire faut que je me mette un reminder. Parce que c'est ça qui arrivait, c'est que les gens, ils instanciaient l'objet, puis ils oubliaient de l'appeler la dispose. Là, en mettant using, tu n'as plus besoin de t'en souvenir, tu sais qu'il va le faire automatiquement pour toi dès qu'il va tomber out of scope. Oui. Un autre beau feature, les classes partielles. Quand un programmeur VB va ouvrir le code de sa forme, actuellement, ce qu'il voit, c'est une section en haut. Ce que ça dit, en gros, c'est « touche pas à ce code-là, c'est moi qui l'ai écrit. Si tu touches dedans, ça risque de ne pas fonctionner. » Tu dis écrit, c'est l'environnement qui a généré le code. Oui, c'est toutes les propriétés de nos textbox et command button qui se retrouvent là-dedans. Moi, personnellement, je vais jouer dedans une fois de temps en temps parce que c'est toujours plus facile d'aller faire du copier-coller là-dedans que... Le problème, c'est que dès que tu régénères, tu perds ta modification. Non, parce qu'il rafraîchit en même temps ton écran. Il est assez intelligent pour ça. OK. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que ce bout de code-là, ils l'ont amené dans un autre fichier en arrière. Si notre forme s'appelle form1.vb, on va avoir un deuxième fichier qui s'appelle form1.designer.vb et toutes ces propriétés-là sont cachées à l'intérieur. Ils sont dans une classe partielle. Ils sont dans une classe partielle. Il y a un attribut partiel qui a été ajouté, partial en anglais, qui a été ajouté à la déclaration des classes. Notre forme va s'appeler form1 dans deux fichiers séparés. On va déclarer une classe publique form1 partielle dans deux fichiers séparés. Et le compilateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramasser le bout que le designer a généré, le bout que moi j'ai écrit, les handles d'événements. Il combine toutes les classes partielles. Et je pourrais en avoir 2, je pourrais en avoir 3, je pourrais en avoir 4. Je n'ai pas de limite, en autant que ce soit à l'intérieur du même assembly, DLL ou EXA. Et lui, il va combiner tout ça comme si c'était un seul fichier. Il va le compiler comme ça. C'est une belle innovation de Microsoft pour permettre justement la génération de code. Moi, le gros avantage que j'y vois, c'est la génération de code, justement. Tout à fait. Tout à l'heure, Guy, tu parlais que tu voulais revenir un peu plus en détail sur ClickOnce. Oui. Donc, peut-être. parlons-en de ClickOnce. ClickOnce. Tantôt, j'ai défini ça en une phrase à la demande de Mario en disant déploiement web d'applications Windows. Ce qui est une bonne façon de résumer. Je crois que oui. Ce que ça fait, en gros, c'est que sur une page web, où on va pouvoir aussi le distribuer sur CD, je vais être en mesure de mettre un hyperlien ou un raccourci. Lorsque je vais cliquer sur mon lien, il va faire le déploiement sur ma station locale. Il va installer dans Programme File, en quelque part, mon application. Il va m'ajouter un item de menu dans mon menu démarrer aussi. Mon application va rouler en mode local sur ma station et non pas sur le serveur Donc, Internet. avec les droits qu'il a besoin. Avec les droits qu'il a besoin. L'utilisateur, au moment où il clique sur le lien d'une application ClickOnce, n'est pas obligé d'être administrateur. Et là, mon application va rouler. C'est pas la 7e ou la 8e merveille du monde. C'est juste une belle innovation. Mais jusque-là, mais dans une émission précédente où on a parlé justement de Code Access Security au mois de septembre, on expliquait que le problème qui arrive, c'est vu que ça vient d'Internet, l'environnement .net, lui, il va voir vérifier quels sont les droits. Et souvent, ce qui arrive, c'est que là, ton code qui accédait, par exemple, au fichier, ne marchera plus. C'est plus compliqué que ça peut sembler après ma barre. Tout ce qui est le déploiement, il faut rajouter, par exemple, des fichiers manifestes, des choses comme ça. Oui, mais c'est pas nécessairement Internet. Ça peut être intranet. À l'intérieur de mon entreprise, sur le réseau, au lieu de me déplacer sur les 500 postes d'utilisateurs qu'il y a dans mon entreprise dispersés géographiquement, sur mon intranet où j'ai plus le contrôle sur les droits d'accès, je vais pouvoir placer ou déployer des applications comme ça. C'est sûr qu'au niveau de l'intranet, par défaut, il y a plus de droits que s'il viendrait d'Internet. Ce qui est merveilleux avec le ClickOnce, c'est qu'une fois que c'est déployé, les mises à jour sont merveilleuses. Je déploie sur mon serveur web, mon serveur intranet peut-être, et dans mon application, on a différents choix. Ou bien, à toutes les fois que l'utilisateur va démarrer l'application, il y a une vérification qui va être faite à savoir est-ce que c'est la dernière version que j'utilise et la synchronisation peut se faire automatiquement. Ou je peux aussi décider que l'application va se faire un peu comme un live update. J'ai un bouton en quelque part et mon utilisateur doit cliquer sur le bouton update. Parce que peut-être que j'ai des représentants qui se promènent à la maison ou à l'hôtel avec des connexions qui ne sont pas à haut débit.
Si je veux leur pousser 10 MB de données, ils m'aimeront pas. Tu veux leur laisser le choix de décider quand est-ce qu'ils vont faire la mise à jour. C'est ça. Quand ils vont revenir au bureau, entre autres. Ouais. Puis un autre beau feature, c'est si jamais je déploie une version qui est plus buggée que la précédente, je vais dans le Add Remove Programme. En français, je me souviens plus comment ça s'appelle. Add Remove Programme. Add Remove Programme. Et je peux revenir à la dernière version. C'est certain que si j'ai eu 10 upgrades, je ne peux pas redéfaire C'est les ça, il y a 10 tout le niveaux. temps- on peut tout le temps revenir une version à l'arrière. C'est ça. La version courante ou la précédente, pas plus. Donc, c'est comme Microsoft reconnaît que la majorité des organisations, surtout en entreprise, n'ont pas des bonnes stratégies de déploiement, puis ils sont toujours en train de déployer des fois des choses qui n'ont pas passé tous les stages de bonne vérification. Donc, ils vont fournir la fonctionnalité, mais c'est une fonctionnalité théoriquement qui ne devrait pas exister si on serait vraiment très bien discipliné, si on ferait comme il faut les choses. En théorie, on ne devrait pas avoir besoin de revenir en arrière, mais c'est quand même bien d'avoir la fonctionnalité parce que même pour ceux qui sont bien disciplinés, ça reste que c'est une option de protection au cas où. Oui, mais dans certains cas, j'imagine entre autres quand le schéma de la base de données change, revenir une version en arrière, ça peut être dramatique. Tout à fait. Donc, je suis pas convaincu que dans tous les cas, c'est une bonne chose que cette option-là soit Ben, là. moi, ce que je dirais, c'est pas une stratégie de déploiement de dire c'est pas grave, je peux revenir en arrière. Je dis ben garde, tu sais, c'est à peu près comme le gars qui dit j'ai pas besoin de me préparer. On sait dans la vraie vie, si tu n'es pas discipliné, si tu fais pas les choses de la bonne façon, ça coûte toujours plus cher que si tu le ferais de la bonne façon du premier coup. Le seul hic que je vois au Click Once, tantôt je disais que pour pouvoir cliquer sur un lien sur une page Internet ou intranet, l'utilisateur n'avait pas besoin d'être administrateur de sa machine. Par contre, le framework doit être installé d'abord, et pour installer le framework, l'utilisateur doit être administrateur. Probablement installer peut-être Crystal Report ou d'autres librairies aussi qui vont s'installer dans le GAC. À ce moment-là, on doit être administrateur. D'ailleurs, juste une petite note là-dessus. Dans les entreprises, c'est intéressant d'essayer d'identifier un déploiement, par exemple une mise à jour qu'on fait d'un produit Office, quelque chose pour dire, bon, on va en profiter pour déployer notre runtime.net pour qu'il soit présent sur toutes les postes. C'est toujours la barrière numéro 1. Si tu n'as pas le Net 2.0, ben tu ne pourras pas déployer des applications 2005. En tout cas, ça va être beaucoup plus ardu. Oui. Autre chose que tu aimerais partager avec nous? Il y a quelque chose que j'ai eu besoin dernièrement en 2003 puis que j'avais pas, c'est la classe FTP. Mais là, ils l'ont implémentée et elle ressemble beaucoup à la classe HTTP qui existait en 2003. Donc, ils ont implémenté une façon facile d'aller naviguer ou downloader. Donc, quand tu parles de HTTP Web Request, en fait. Oui, HTTP le Web Request est disponible ou une méthode qui est très, très similaire pour le FTP. ADO.net a été amélioré énormément du côté performance pour les gros datasets. C'est certain que pour les petits datasets, ça paraîtra à peu près pas, mais pour les gros datasets, et moi, je ne suis pas convaincu que ramener 1 million de lignes à un utilisateur, ce soit une bonne stratégie, mais dans certains cas, c'est nécessaire. Donc, dans ce cas-là, Microsoft a fait beaucoup d'efforts afin d'optimiser, d'améliorer la performance. OK. Puis au niveau du data table aussi, il y a plusieurs fonctionnalités comme Write XML qui étaient disponibles seulement au niveau du dataset. Maintenant, on va l'avoir au niveau du data table. C'est pas parce que j'ai un data table à envoyer dans un fichier XML que je vais envoyer mon dataset au complet. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités qui ont été ramenées au niveau du data table. Oui, ce qui est le fun, c'est qu'on peut créer un data table sans avoir besoin de créer un dataset, puis on peut ensuite les passer d'un à l'autre, puis tout ça, Puis on peut vraiment passer d'un data reader à un data table ou le un contraire. dataset, tout ça, là. Ça, c'est pratique dans le cas. Si c'est nous qui va chercher le data dans BD puis qu'on le manipule comme on veut, c'est correct. On le récupère dans le format qu'on veut. Mais dans le cas où on passe par un data access layer et que lui nous retourne un data reader puis que nous, on a besoin d'un data table, il fallait boucler au travers et copier manuellement. Maintenant, on a des méthodes pour transformer un data reader en data table ou le contraire. C'est des méthodes qui ont été optimisées pour essayer de faire ça le plus rapidement possible. On sait quand on laisse les programmeurs faire des books, c'est rarement du code très optimisé. Puis c'est là qu'on voit des 4E. Oui, Mario. tout à fait. Le compilateur est beaucoup plus strict qu'il l'était. Plusieurs programmeurs vont prendre des applications 2003, les migrer à 2005. La première chose qu'ils vont voir dans les warnings, là, il y a des warnings, des centaines nouveaux de messages. warnings. Ouais. Ceux qui étaient des adeptes de FXCOP devraient avoir beaucoup moins de warnings. Mais ceux qui n'ont jamais utilisé FXCOP ou ces outils qui ressemblent à ça risquent d'avoir des petites surprises. Le compilateur est beaucoup plus strict qu'il l'était. Puis encore là, je vais faire une parenthèse très courte.
Moi, entre autres, après avoir dirigé des équipes de développement, un programmeur qui regarde même pas quand il y a un warning, ça te donne une très bonne indication que cette personne-là est loin d'être un professionnel. Ça fait pas du code très solide à long terme. Le dernier point que je voudrais toucher, on a parlé tantôt au niveau du débogueur que le Edit and Continue était de retour, qui selon moi est la chose pour laquelle vous devriez upgrader. Une autre chose intéressante aussi au niveau du débogueur, c'est ce qu'on appelle les débogueurs visualizers. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui lorsqu'une méthode vous retourne un dataset? Vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dans le dataset. Tout à fait. On n'a pas le choix que d'écrire un petit bout de code pour l'envoyer dans une grid. Ou là, tu ou passes pour 10 minutes à l'envoyer. ouvrir là, la fenêtre. Qui n'en finit plus, ouais, là, qui avec en les finit petits plus. plus, là. Ouais, les petits plus. Puis là, maintenant, finalement, on le voit, le dataset, directement. Oui, directement, en plaçant le curseur sur le nom de notre dataset, il y a des menus contextuels qui apparaissent et on peut voir notre dataset directement sans avoir à écrire aucune interface pour le voir. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de tous les objets composés, je peux appeler ça comme ça, là, mais comme les datasets et tout, Microsoft nous fournissent déjà des visualisateurs. Les fichiers XML. Les fichiers XML, donc des visualisateurs intelligents. Mais c'est extensible, c'est-à-dire que nous, on pourrait le créer aussi pour nos types d'objets. Si on en a, par exemple, propriétaires qu'on a développés dans nos organisations, c'est possible de le faire Oui, aussi. si on a des classes spécifiques ou des objets vraiment de type spécifique qu'on a besoin d'un visualisateur spécial, on peut le développer assez facilement. En terminant, est-ce que tu as un site web, un blog, des choses que tu voudrais recommander à nos auditeurs? Un site web que je voudrais vous recommander, c'est le Universal Trend Magazine, où j'écris des chroniques à tous les mois depuis 2 ou 3 ans. Et Guy aussi est là depuis un peu plus longtemps que moi même. Oui. Guy, toi, tu fais des revues de livres? Oui, exactement. 2 livres .NET par mois. Et le UTMag va changer de nom au mois de janvier pour être le levelextreme.net. Donc, à partir de janvier, ça change de nom. Le contenu Fox Pro va continuer dans UTMag. Ce qui va rester dans le levelextreme.net, c'est la section .net uniquement. Donc, ils vont vraiment différencier le contenu Fox Pro du contenu .net. Oui, parce qu'il paraît qu'il y a des lecteurs Fox Pro qui n'aiment pas le .net et des lecteurs .net qui n'aiment pas le Fox Pro. Bon. Ah oui, puis en parlant de Fox Pro, on avait du contenu Fox Pro avant dans la conférence DevTeach, puis en 2006, le contenu Fox Pro a été enlevé. Plus aucun contenu Fox Pro. Ben, faut pas se cacher non plus. Bon, Fox Pro, le produit existe. Il y a encore une version qui est sortie dans l'année dernière. Mais... Oui, qui est supposée d'être la devrait être la dernière dernière. version. Il y a pas longtemps. Il y a 3 mois. Donc. Mais il semblerait que c'est la dernière version. Donc, ça reste une plateforme de développement tout à fait valable. Mais Au même titre que COBOL? C'est ça. Donc, finalement, c'est de plus en plus, on va le considérer comme une plateforme de développement legacy ou du patrimoine. Il y a mon site parce que les articles qui apparaissent sur UTMag, pour la majorité, sont des articles payants pour avoir accès au contenu. Donc, j'ai créé mon site qui n'a pas grand-chose d'autre que les articles, toujours avec 2-3 semaines de retard on par rapport. va mettre un lien aussi vers ton site. Une dernière chose, on a le livre de Jess Liberty pour lequel j'ai fait le Alpha Reading, mais il y a un autre livre aussi, un livre qui est gratuit, que vous pouvez downloader du site de Microsoft, de MSDN, Introducing Visual Basic 2005 for Developers. Vous downloadez, je pense que c'est 8 chapitres. Ça fait un bon survol de Windows, de Web, de l'IDE. Ça se lit très bien. C'est environ 250 pages. En une soirée, là, on n'a pas besoin de lire tous les mots quand on connaît la version 2003. En une soirée, vous passez au travers. Ça vous fait un bon wrap-up. C'est gratuit. Ça se lit rapidement. Ça se lit très bien. C'est bien écrit. C'est un livre de Microsoft Press qui est disponible en librairie, mais vous pouvez le downloader gratuitement. Gratuitement, oui. Bien, écoute, on te remercie beaucoup. Merci bien, ouais. La chronique Tout le monde en blog avec Éric Côté. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, Éric, quelles sont tes nouvelles ou astuces cette semaine? Alors, cette semaine, une longue semaine assez occupée. D'abord, Microsoft a annoncé que pour Office 12, ils allaient finalement supporter un standard XML. Alors, tout le monde pensait que Microsoft allait justement supporter peut-être dans Office le standard XML supporté par OpenOffice. Mais Microsoft ont pris une autre approche. Ils ont dit, non, ce qu'on va faire, on va prendre notre standard XML à nous et on va l'envoyer à un organisme de standardisation. Donc, on va faire comme on l'avait fait pour le langage C#. On va l'envoyer à ECMA d'abord et par la suite, on va l'envoyer à ISO par la suite. Il y
Il y avait des grandes compagnies, même l'État du Massachusetts, qui disait à Microsoft, nous, on n'est pas trop d'accord à acheter la prochaine version d'Office parce que ça ne sauvegarde pas dans un open document. Eh bien là, maintenant, on a vraiment un document ouvert et standardisé. C'est tous les gouvernements qui disent, on veut des standards ouverts. Puis là, Microsoft dit, bon, OK, on va jouer la game du standard ouvert, mais ça sera pas celui de Sun ou de toute la communauté Linux ou Unix, mais ça va être notre standard ouvert. Ça va être même un standard plus élevé parce qu'il va être homologué par un organisme qui s'occupe de standardisation. Là. Microsoft, présentement, s'embarque pas non plus là-dedans tout seul. Dans l'organisme de standard, avec EGMA, vont côtoyer Microsoft des gens de Apple, des gens d'Intel, des gens de HP et ainsi de suite. Donc, ils ont réussi à aller chercher une certaine communauté avec eux. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Autre nouvelle. Imaginez-vous que Ray Ozzie a écrit un mémo il y a 2 semaines, et puis c'est un peu drôle. Ça vient un peu confirmer les dires de ce que tu avais dit au dernier show, Mario. On veut peut-être s'approcher de plus en plus vers un autre modèle pour le développement d'applications. Plutôt que d'avoir des applications que les gens vont payer, on va offrir des services qui vont être justement payés par des commandites, de la publicité. C'est tout à fait compréhensible parce que moi puis Ray, à tous les soirs, on s'envoie des courriers électroniques. Je suis très, très sûr, Mario. Puis il y a même eu des rumeurs, là, ça veut pas dire que ça va arriver, mais qui sait, on va voir éventuellement des produits de Microsoft tels que Office, peut-être avoir des versions qui sont gratuites, mais commanditées avec la publicité. Ben, moi, je serais pas surpris. Hein. Ça a des versions bas de gamme, mais pour les grands-mères et les grands-pères qui s'intéressent à l'informatique, mais d'un point de vue très limité, ben eux, ils vont être peut-être bien heureux d'être capables juste d'écrire une lettre avec un produit qu'ils n'ont même pas besoin d'acheter parce qu'on leur fournit. Faut pas oublier que la majorité des utilisateurs utilisent à peu près 5 en bas de 10% des features qui sont disponibles dans le produit. Là. Tout à fait. Donc, ça va être intéressant. D'un certain côté, ça voudra dire qu'on va pouvoir comme taper notre email, mais recevoir du spam en même temps. Autre chose, Eric. Alors, il y a beaucoup de blogs qui ont sorti cette semaine à propos de Visual Studio 2005, à propos du fait surtout qu'on aurait peut-être un peu précipité la sortie de Visual Studio 2005 et qu'on aurait peut-être dû attendre encore peut-être quelques semaines pour éliminer certains bugs de l'IDE. Donc, le .NET Framework 2.0, tout le monde le considère très stable, mais l'environnement de développement de Visual Studio 2005, lui, aurait peut-être dû rester au four encore quelques minutes de plus. Mais là, est-ce que je dois comprendre, est-ce que le produit est très instable, du type ça crache, tu perds ton contenu que tu es en train d'éditer? Il y en a certains qui, justement, ont ce genre de bug-là. C'est sûr, certains, c'est des scénarios, je pourrais dire, extrêmes. C'est-à-dire, pour la majorité des gens, ils vont pouvoir l'utiliser sans jamais voir un seul bug. Mais pour les gens qui, dans leur projet, ils sont capables de reproduire ça de façon méthodique, c'est un gros problème. Moi, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que la majorité des personnes qui ont eu ces problèmes-là sont ceux qui ont installé le Beta 1, le CTP de mars-avril, le Beta 2, le CTP de juillet-août, toutes sur la même machine sans jamais reformater, sans jamais utiliser de Virtual PC. Ces personnes-là sont vraiment à risque. Parce que toi, par exemple, là, tu l'utilises, est-ce que tu peux dire que... Moi, je ne l'utilise pas encore à journée longue parce que tous les clients ne sont pas migrés à 2005, ce qui ne se fera pas dans les 2-3 prochains mois. Moi, quand je l'utilise, j'ai une machine fraîche, entre guillemets. J'ai pas eu de bêta ou de CTP dans mon environnement de production. J'en ai eu dans des Virtual PC, mais j'ai pas connu de bug majeur sur ma machine. Ceci étant dit, pour la plupart des usagers, les gros problèmes qu'ils vont avoir, ce ne sera pas des crashs majeurs. Au contraire, ça va être des choses mineures, des inconvéniences, notamment l'IntelliSense qui arrête de fonctionner correctement, ou des fois les visualisateurs du débogueur qui vont arrêter justement de fonctionner correctement. Je sais qu'il y a un bug qui existe, c'est les fameuses régions. Il y a un libellé à côté qu'on peut mettre. Le compilateur en a pas besoin. Et si on touche au libellé de la région, le compilateur ne reconnaît pas ça et va demander à arrêter votre application. Donc ça, c'est le genre de bug qui est pas dramatique. On ne perd rien, mais ça n'a pas raison d'être. Ce qu'il faut comprendre, c'est si pour X raison, vous avez jamais installé vos versions de Visual Studio Beta dans des virtual machines, allez pas installer la version neuve là-dessus, vous êtes mieux de reformater, en tout cas vous remettre une machine à neuf. Première chose, pour éviter des problèmes. Deuxième chose, il faut s'attendre qu'il va probablement avoir à ce moment-là un service release qui va sortir quelque part en 2006. Hein. Il est déjà annoncé pour le premier trimestre ou la fin du premier trimestre 2006. Donc, ces petits inconvénients-là vont disparaître à ce moment-là. Eric, tu nous as pas parlé de Xbox 360. Pourtant, hier soir, tu n'étais pas en train de faire la ligne pour acheter ton Xbox? Ben oui, puis malheureusement, comme la plupart des gens, je me suis frappé finalement à une boîte vide. Et oui, une pénurie de Xbox 360 s'abat sur toute l'Amérique du Nord. Apparemment, il y a même une folie furieuse. Il y a même eu des gens qui, aujourd'hui même, ont envoyé leur Xbox sur le site eBay. Et puis, les enchères ont monté jusque dans les milliers de dollars. Parce que la machine s'est vendue à 2, 3, 4 fois le prix original.
Pour ceux qui comprendraient pas, hier, Microsoft lance officiellement le Xbox 360. La demande est tellement élevée. Ouais, beaucoup de gens disent, en fait, c'était presque prévisible d'avance, puisque quand ils ont annoncé, il y a 6 mois, le Xbox va sortir avant Noël, les gens disaient, vous aurez jamais assez d'unités pour satisfaire la demande. Et Microsoft disait, non, on va avoir assez d'unités pour répondre à la demande. Il y avait beaucoup de wishful thinking, mais c'est bien parce que d'un certain côté, ils ont réussi à créer un effet de rareté. Donc, des fois, quand on réussit à créer un effet de rareté, le produit est plus désirable par les gens. Il y a sûrement quelque part une partie de la stratégie de ce côté-là. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent, il y a une couple d'années, les fameuses poupées Cabbage Patch Kid où les parents se battaient dans les magasins pour en avoir? Là, ça va être les jeunes qui vont se battre dans les magasins. On parle pas du Future même Shop. prix, par exemple. Non, Non, 500 $ canadiens là, pour une console de jeu. Là. Ouhou. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus qu'une console de jeu. Parce que tu peux, avec les autres fonctionnalités qu'il y a dans le produit, peut-être convaincre ta femme d'avoir avoir besoin d'un Xbox 360. Ce qui, pour moi, est vraiment un enjeu. Eric, on te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Merci Mario. bien. Ah ben, hey, ça paraît qu'on est deux Eric quand on se mélange. C'est en stéréo. Trop long. Non, mais là, je sais plus comment terminer l'émission. Oui, le fameux mot-clé pour le tirage du livre de Jesse Liberty qui s'appelle Programming Visual Basic 2005. Le fameux mot-clé est Click Once. OK. Donc, click once. Là, encore une fois, vous venez sur notre page, en bas à droite, vous entrez le mot-clé, votre adresse email, vous nous envoyez un courrier électronique, puis on va vous mettre dans la liste des gens qui pourront participer à ce moment-là au tirage. C'est un merveilleux livre d'une valeur de 55,95 canadiens ou 39,95 US. Merci à nos deux Eric. Oui. Puis nos auditeurs, on vous revoit dans 2 semaines. Notre invité à ce moment-là va être Dominique Sévigny. On va parler de programmation web avec la librairie Atlas et toutes les librairies pour faire du Ajax. On se revoit dans 2 semaines. Au revoir.